La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Bonjour Pierre, comment ça va? Salut, comment vas-tu, Guillaume? Salut Pierre. Salut Maxime, ça va bien? Ben oui, on est content de te voir. Ça fait un petit bout, là. Ça fait longtemps. Ça fait un bout. Un super job dimanche soir, à tout le monde en parle. C'est gentil, merci Pierre. beaucoup. C'est vraiment Donc, pour les gens qui ne sont pas au courant, on a travaillé ensemble dans les années à Montréal. Donc, tu es à l'aise qu'on se tutoie? On ne veut pas te manquer de respect. On peut te demander en ouverture. Comme je l'ai dit à mes collègues lors de ma première job, vous, c'était mon père. Moi, c'est tu. Bon, ben, très bien. Donc, le confinement pour tout le monde présentement, comment ça se passe dans la famille Boivin? Ben, écoute, on est vraiment chanceux. On a une belle propriété à la campagne. On passe presque tout notre temps ici, là, dans un premier stint, évidemment, au printemps. L'été, on était ici beaucoup. Puis là, ben, depuis que le reconfinement a repris là, à l'automne, on est ici. Alors, ça nous permet d'être dehors beaucoup, de faire toutes sortes d'activités. Et puis, évidemment, parce que je travaille encore, mais je passe mes journées sur Zoom, puis sur Teams, puis sur Google Meet. Alors, tu arrives à la fin de la journée, les yeux crochent un peu. Là. Ouais. Puis là, on te demande de faire un podcast. Mais bon, écoute, on n'a pas à se plaindre. Il y a des gens qui ont ça beaucoup plus dur que nous. Puis, on semble de patience, mais on a bien hâte que ça finisse. Là. Hâte que tout le monde soit vacciné et qu'on retourne à une certaine vie normale. Là, tu sais. Exactement. Puis avant de parler de tout ce que tu as fait à travers ta carrière et ce que tu fais encore, c'est certain qu'un des sujets chauds en ce moment à travers le sport, c'est le retour des expos. Là. Puis tu étais avec le groupe Claridge aux premières loges de tout ça. Qu'est-ce que la pandémie a fait? Puis y a-t-il un marché à Montréal? Comment tu vois ça, ce projet-là à Montréal? Écoute, c'est sûr que la pandémie a ralenti un petit peu notre travail là, depuis un an, mais le projet continue à bien avancer en partenariat évidemment avec les Rays à Tampa Bay parce que c'est le concept d'une garde partagée là, ou des villes sœurs, donc où la moitié des matchs à domicile se joueraient à Montréal, l'autre à Tampa Bay. Le projet va très bien. On avance à plusieurs égards. On n'est pas rendu au fil d'arrivée, là, mais la COVID ne nous a pas tellement affectés. Il y a beaucoup, beaucoup d'études qui doivent être complétées, toutes les projections économiques, tout le design du stade, tout le financement de ce projet-là. Alors, on avance bien. Mais ce n'est pas pour demain matin. Hein. C'est un projet sur lequel on devrait avoir un go-no-go, là, disons, là, d'ici à la fin de l'année 21. Et puis, c'est un projet qui verra le jour probablement en 2025. C'est des projets à longue haleine, mais ça va bien. Pourquoi une garde partagée? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de matchs puis dans le marché de Montréal ou c'est parce que la possibilité d'acheter une équipe est difficile en ce moment dans la MLB? Je te dirais que c'est plutôt le fait que Montréal et Tampa Bay sont des marchés qui auraient de la difficulté à faire vivre une équipe à temps plein. Et c'est vraiment la vision de Stu, le propriétaire de Tampa Bay, qui pense que, il est convaincu, c'est pas juste qu'il pense, il est convaincu qu'on est en train de vraiment d'innover, de développer un nouveau modèle pour le sport professionnel. C'est beaucoup, au-delà de 80 matchs à domicile. Là. Il y a toujours eu une relation très proche entre la Floride et les Québécois. Hein? Ça, c'est un peu naturel. Là. Et donc, je pense qu'on a quelque chose de très innovant qui ne s'est jamais fait. Donc, évidemment, il faut être sûr de notre coup. Il faut bien étudier notre projet. Mais je pense qu'il y a plusieurs gens qui vont nous regarder aller à un moment donné et qui vont se dire peut-être que ça pourrait s'appliquer à d'autres sports et à d'autres villes qui ne sont pas de la taille de Los Angeles, New York ou Chicago, par exemple. Ça serait quoi, Pierre, le fonctionnement pour les joueurs côté maison, puis tout ça, les écoles, les familles, dans cette circonstance? Ah, écoute, l'idéal, c'est que les joueurs soient ici pendant la saison estivale, où ils n'ont pas à s'organiser avec des sorties, des rentrées d'école. C'est le plan. Pour les résidences, c'est sûr que ça implique une troisième résidence. Beaucoup des joueurs ont une résidence principale qui n'est pas nécessairement à Tampa Bay. Ils ont évidemment une résidence à Tampa Bay. Donc, il y a des mécanismes financiers qui doivent être mis en place, évidemment, pour permettre ça, si on veut que l'association des joueurs approuve du projet, parce que ça, il y a la Ligue de baseball majeure, mais il y a aussi l'association des joueurs qui doit approuver ça. Mais
À date, la plupart des joueurs de Tampa Bay, parce que c'est ceux qui sont le plus proches du projet, avec qui les gens de Tampa Bay parlent régulièrement, sont assez enthousiastes à l'idée. Puis Montréal, c'est quand même une ville très attrayante en été pour une famille. Bon, écoute, c'est sûr qu'il y a beaucoup de nouveaux dans tout ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien étudier le projet. Mais tantôt, tu parlais justement de d'autres sports qui pourraient peut-être en venir à faire ça. Est-ce que le hockey pourrait devenir un de ceux-là, dans le sens que, tu sais, on a quand même 41 matchs à domicile. On voit des organisations Caroline ou les Panthers, des choses comme ça. Peut-être que d'en avoir juste 20, tu sais, on est rendu, on va avoir 32 équipes, l'expansion est à sa limite, on ne peut plus vraiment aller plus haut. Est-ce que là, ça deviendrait que la Ligue nationale, ça pourrait être intéressant pour eux? Écoute, tu lis dans mes pensées, mon Guillaume. Je l'ai dit, on a travaillé ensemble. Hein? C'est la première fois qu'il lit cette semaine, donc je suis content pour lui. Mais Pierre, moi, ça m'intrigue beaucoup. On lisait beaucoup sur toi là, dans les derniers jours. Tout ce que tu as accompli, c'est incroyable. Tu as touché un peu à tout là, dans le monde. Tu as été président du Canadien, puis tout ça. Puis, mais dans ta jeunesse, c'était quoi le rêve? C'était quoi le plan? Tu sais, nous, on a toujours rêvé de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Toi, c'était-tu d'être président du Canadien, puis tout ce que tu as accompli, c'était complètement différent? Non, vraiment pas. Puis même, je dirais que lorsque j'ai été approché en 1999, ma première réponse, ça a été non. Mais Molson et le chasseur de tête ont été persévérants, puis ils ont réussi à me convaincre. Il y a une petite anecdote derrière ça. Non, moi, j'ai toujours été impliqué dans le sport. Je n'ai pas joué du hockey très haut niveau. J'ai joué du hockey collégial, puis, mais j'étais capitaine, puis je pense que j'avais des qualités de leader. Mm-hmm. Mais j'ai toujours aimé le hockey. Et après ça, ma carrière a commencé dans l'industrie du sport. D'abord dans l'industrie du ski. J'ai travaillé dans une boutique comme vendeur là, pour payer le loyer là, quand je suis parti de chez nous. Puis, ça m'a amené à une carrière dans l'industrie du ski, quand même sur une période de 15 ans, où j'ai fondé ma propre compagnie. J'étais un importateur avec des partenaires de produits dans le domaine du ski, du vélo et du tennis à l'ensemble du Canada. Et ça m'a ensuite amené à être à la tête de Weider. Vous connaissez probablement la famille Weider, les poids et haltères et puis tout le fitness. Là. Ça, c'est une position que j'ai détenue pendant une couple d'années, même pas une couple d'années, mais à Los Angeles. Et puis, j'ai été recruté pour prendre la présidence de Bauer. À l'époque, c'était CanStar. Et donc, puis j'étais là quand on a fait la transaction, quand la compagnie a été vendue à Nike. C'est nous qui avons lancé la marque Nike dans le domaine du hockey. Ça n'a pas été un grand succès, mais en tout cas, Bauer a toujours demeuré la marque la plus forte, je pense, dans le domaine du hockey, certainement dans le domaine du patin. Et ça m'a rapproché de la nationale. On était un fournisseur de la nationale. Et donc, on avait une loge au Centre Bell. On avait des billets de saison. C'est le Centre Molson à l'époque. Donc, j'étais quand même à la tête de la plus grande compagnie manufacturière de produits de hockey. Donc, j'étais assez proche du sport. Et c'est ça qui a fait que j'ai été approché lorsque Molson cherchait un successeur à Ronald Coré. Mm-hmm. Et puis, j'ai vraiment résisté. Puis finalement, j'ai accepté, c'est vraiment une drôle d'histoire, j'ai accepté de rencontrer Eric Molson, le père de Jeff à l'époque, et le président de Molson à l'époque, Jim Arnett, ainsi que le vice-président du conseil. Puis il savait que je ne voulais pas poursuivre cette opportunité-là. Il y a des gens qui m'ont demandé, qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'idée puis tu as décidé de l'accepter? Puis la seule réponse que j'ai pu trouver, c'est qu'à un moment donné, le petit gars de 5 ans en moi qui était allé à son premier match au Forum pour sa fête de 5 ans avec son grand-père, qui s'est fait acheter le chandail de Boum Boum Geoffrion ce soir-là, que j'ai porté jusqu'à temps qu'il y ait des trous partout et qu'il ne me fasse plus. J'ai toujours porté numéro 5 au hockey. Boum Boum, c'était un peu comme mon idole, parce que j'avais été à ma première game, puis il avait scoré 2-3 buts, puis j'ai eu son chandail. Alors, je disais aux gens, en quelque part, le gars bien réfléchi là, a perdu le contrôle, puis c'est le petit gars de 5 ans en dedans qui a dit bon, ça. « Tu es malade, là? Pourquoi tu n'en prendrais pas? » Mais il doit avoir certains soirs.
doit y avoir certains non, soirs que excuse-moi, Guy, pendant qu'on vas-y. est sur Boum Boum Jaffrion, Ouais. là, il est arrivé quand même quelque chose c'est particulier, là, son retrait de chandail, tu étais là, Pierre, c'est ton joueur préféré, tu viens de le dire, le petit gars de 5 ans, il avait le chandail, puis on s'en rappellera là, quand le jour de son retrait de chandail, ce qui est arrivé, là, pour toi, ça s'est déroulé comment? C'était à la fois un des plus grands moments de joie là, de mes 11 ans au Canadien de Montréal parce que c'est moi qui ai eu le privilège d'appeler Boum Boum pour lui dire qu'on retirait son chandail. Mhm. Bon. Il était en Floride, à sa résidence en Floride ou en Caroline, je ne me souviens plus trop. Et puis, écoute, c'était une conversation vraiment extraordinaire. Wow. Tu sais, si tu peux t'imaginer, Oui. c'était très émotionnel. Et puis, pour moi, c'était vraiment un moment très, très unique. Et puis là, après ça, il est décédé quelques jours avant la fameuse soirée. Et là, la famille a décidé, nous, on a dit, écoute, c'est à vous de décider. Nous, on est prêts à aller de l'avant, et on dit, we're going forward. Et on va tous être là. Vous vous souvenez comment est-ce que c'était un moment très, très émotif. Puis je pense que c'était la bonne chose à faire. Tu sais, c'est sûr que ça a changé. Là. Ça aurait été le fun de voir Boum Boum entrer sur le tapis rouge puis regarder son chandail monter. Mais ça a quand même été, je pense, un moment un petit moment de joie dans des moments très difficiles pour la famille. Ils étaient tous là, ses fils, ses petits-fils, son épouse, sa fille. Alors, je pense que pour moi, ça a été une des plus belles soirées, là, des chandails retirés là, qu'on a vécu dans les années menant au centenaire. Là. Mais justement, on parle de moments marquants puis d'émotions. Puis on en a plein, là, on en a sorti, là, qu'on se rappelait. Puis on était comme, puis on a parlé à du monde qui nous en ont rappelé aussi. Puis on les remercie de leur aide parce que on dirait que ce temps-là que tu as été présent dans la présidence du Canadien, c'est comme le tournant de l'organisation, où on a vraiment repris les amateurs, puis on a vraiment ramené l'amour du Canadien pour les partisans. Mais tu disais tantôt, le jeune de 5 ans qui a pris la décision au final, mais quand c'est 24/7, 365 jours par année, tu dois te dire certains soirs, pourquoi le petit gars a pris le dessus? Je veux dire qu'il y a des moments. C'est l'autre anecdote que je compte, c'est on était en campagne, nous, dans l'Estrie, puis il y a un petit dépanneur où on remplit l'essence, soit en arrivant, soit en partant. Des fois, tu pars le dimanche matin, tu sais, puis tu es en jeans troué, puis ton côte de cuir, puis ta tuque, puis tu t'en vas mettre de l'essence dans la voiture, puis en dedans de 30 secondes, tu es en conversation avec le gars à côté qui n'a pas été content du match de la veille ou qui était content. Tu ne peux pas l'échapper. Tu sais, c'est 24/7, effectivement. Ouais. Tu les journaux, tu commences par la section sport, ce que je fais encore aujourd'hui. Ah oui? Tu sais, je le lis au complet, mais je le lis à l'envers. Non, c'est ça. C'est quoi la journée, Pierre, d'un président du Canadien? Tu sais, c'est quoi la routine? Tu arrives au bureau, c'est quoi ta priorité? Tu sais, les gens connaissent un peu moins ce rôle-là, je pense. Écoute, d'abord, j'étais président de l'ensemble de l'organisation. C'est vraiment le DG, que ce soit André Savard ou Bob Gainey. C'est eux qui vraiment s'occupaient de l'aspect équipe là, dans les années où j'étais là. Mais j'avais la responsabilité de tout le reste de l'organisation. J'avais à peu près 7-8 personnes qui se rapportaient à moi. Donc, ma semaine était assez bien organisée parce que je faisais des rencontres régulièrement. Tu as toujours une rencontre d'équipe de direction toutes les semaines. C'est important que l'équipe de direction se tienne au courant, échange sur les défis, puis sur les opportunités, puis sur comment la business avance, si tu veux. Ensuite, j'avais des rencontres avec tous mes direct reports, là, que ce soit Alain Gauthier aux opérations ou au marketing, aux relations médias au public, aux finances. Puis alors, les semaines se remplissaient parce qu'on avait quand même beaucoup de différentes fonctions. Puis c'est au moment où on a vraiment pris un essor là, du côté spectacle. Souvenez-vous de quand on a lancé le groupe Spectacle Gillette qui est devenu Evenco. Il y avait plusieurs soirs, là, il n'y avait rien qui se passait au Centre Bell là, quand moi je suis arrivé. Puis aujourd'hui, le Centre Bell n'est pas là parce qu'on est en COVID, mais ils ont continué à progresser au niveau d'Evenco, qui est rendu un des grands producteurs de spectacles en Amérique du Nord. Puis, écoute, le Centre Bell, il doit être occupé au-dessus de 200 soirs par année maintenant. Donc, il y avait tout le côté du développement du spectacle.
Alors, écoute, les journées se remplissaient. De temps en temps, je me poussais, puis j'allais m'asseoir en haut dans le coin, puis je regardais une moitié de pratique. Ça, c'était le fun aussi. La gâterie. Ben, ça, c'est le petit gars qui se pousse à un moment, puis il dit, regarde, je vais aller m'évader un petit peu. Là. Puis, j'aimais m'asseoir en haut dans le coin, soit avec Bob, soit avec André, ou des fois, nos équipes de dépisteurs étaient en ville. C'est toujours intéressant quand tu regardes une pratique ou une partie avec des gens qui connaissent vraiment le hockey, là, mais vraiment profondément. Là, puis, là, tu peux leur poser toutes sortes de questions, il n'y a personne autour, puis ça, c'est toujours très intéressant. C'est quoi la pire chose qu'on dit sur Maxime dans ce moment? Mais est-ce qu'on est toujours en... Écoutez, il fallait aussi gérer la famille Gillette, là. Ouais. le gars de NASCAR qui venait après le match ou George il était drôle, lui. Oui, George et Foster qui étaient toujours dans les parages. Tu sais, oui, alors, oui. Ah non, ça a été un propriétaire le fun pour les joueurs, par exemple. Il était extrêmement généreux. Il adorait les joueurs, puis il adorait le hockey. Ça a été un bon propriétaire. Tu sais, les gens avaient peur quand il est arrivé parce qu'on se souvenait tous de l'expérience de Jeffrey Loria. Puis ça a tellement mal fini, cette histoire-là des expos. Alors, encore une fois, les gens se disaient un Américain, mais là, en plus, à Sainte-Flanelle. Mais Molson avait très bien joué ses cartes parce qu'ils avaient gardé 20% de l'équipe. Ils étaient au conseil d'administration. Ils ont suivi là, assez longtemps pour être sûr que tout allait bien et que George remplissait son devoir de fiduciaire en tant que propriétaire de l'équipe. À l'époque, Pierre, me semble, si je me rappelle bien, ça ne s'était pas vendu si cher que ça. Là. On s'entend pour le marché de la Ligue nationale, l'équipe à famille Gillette. Est-ce que ça t'avait surpris que ce ne soit pas des Québécois qui mettent la main sur l'équipe ou ça faisait partie de la game? Moi, ça m'a surpris. Mais écoute, ça allait vraiment pas bien. Hein. Non. Je veux dire, à cette époque-là, là, il y avait 6 à 7 000 sièges de vide par match. Là. Nos billets de saison étaient passés de 18 000 à presque 9 000. On avait perdu 50 % de nos billets de saison. On avait 25 à 30 loges qui n'étaient pas louées. Les lumières étaient fermées. Là, fait que c'était vraiment... Il fallait vraiment rebâtir ça. On avait perdu les jeunes. Mets-toi en 2000, là, il y avait combien de jeunes à Montréal qui se promenaient avec un chandail du Canadien? Les chandails de Pittsburgh, les chandails de Boston, les chandails de... Alors, il fallait tout rebâtir ça. Fait que ça faisait un peu peur, je te dirais, les groupes d'investisseurs. Et l'avantage d'un Américain, c'est qu'il ne vit pas dans la communauté. Et George, il venait beaucoup au match, mais il ne vivait pas à Montréal. Il vivait à Vail, au Colorado, et puis il était très, très proche. On se parlait régulièrement. Mais quand tu te lèves à tous les matins puis tu vis la pression en tant que propriétaire, aujourd'hui, Jeff, c'est incroyable. Là, il est le président et le propriétaire. Alors, il faut que tu sois fait fort pour vivre avec cette pression constante-là. Et puis, je pense que les gens les investisseurs québécois n'étaient pas certains qu'on serait capable de faire ce qu'on a fait. Ça m'a fait un peu de peine parce qu'on avait une histoire, là, puis on avait un plan, puis on l'a réalisé, le plan. Comme tu dis, Guillaume, on les a ramenés partisans, puis on a été sold out pendant je ne sais pas combien d'années, puis on n'a pas gagné la Coupe Stanley, mais on a quand même progressé sur tous les aspects de la business. Elle est devenue très rentable. Bon, il y a eu une convention collective, évidemment, qui a aidé là, avec le cap salarial et tout, mais c'est plate parce qu'on avait un plan pour redresser l'équipe, mais ça n'a pas pris avec les investisseurs locaux, alors que George y a cru. Quand on est président de l'équipe, puis on s'en va, justement, puis là, tu disais, on a 50 % qui ne sont pas là, les loges ne sont pas louées, puis là, tu parlais tantôt de 8 personnes qui disent, Pierre, voici ce que je pense. Que comme président, on s'assoit, on dit, par où on commence? Ah ben écoute, c'est une bonne question. Bonne chose, il faut que tu fasses, il faut que tu t'entoures. Hein? Et puis, écoute, vous vous souvenez sûrement à l'époque là, de Ray Lalonde. Je veux dire, on avait la meilleure tête en marketing sportif au Québec et de loin. Et donc, c'est pas le président, là, c'est toute une équipe. Tu sais. François Seigneur et sa gang chez FX, là, même dans les pires années, on n'a jamais reculé en termes de partenaires puis de commanditaires sur l'équipe. Donc, on était capable de continuer à progresser. Mais c'était
de renforcer les secteurs qui avaient besoin. Tu sais, moi, quand je suis arrivé, là, il n'y avait pas de département de vente. Pense-y, là. Ouais, hein? Oh. Tu as 6 à 7 000 sièges de vide, il n'y a pas un vendeur dans la place. Ah oui, ça fait. Ça va arriver comment, là? Je suis pas bon en maths, là, mais il me semble que le calcul ne se fait pas. Est-ce que tu penses qu'on a surestimé le talent du Canadien, dans le fond? Tout bâtir l'équipe de vente et marketing. Des programmes, souvenez-vous de la zone familiale. D'un bord du Centre Bell, tu avais la zone familiale où on avait décidé qu'on mettait un billet à 10 $. On vendait 500 billets à chaque match. La seule condition, c'est que le jeune soit accompagné d'un adulte qui, lui, payait le plein prix. Mettons que c'est un billet à 40$ ou 35$ en haut. Là. Fait que quand tu additionnais ça, tu disais par 2, c'était pas mal moins cher que 2 billets. Fait que ça nous a permis de ramener des jeunes, ramener des pères, des mères avec leurs enfants dans cette zone-là à un prix abordable. Et on a pris l'engagement de ne pas augmenter le prix pendant 10 ans. Il est resté à 10 $ tout le long. Même quand on aurait pu vendre tous ces sièges-là en billets de saison. Tellement il y avait de la demande. On avait 4000 noms sur une liste d'attente des billets de saison rendus en 2009-10. Alors, on a préservé ça. Puis de l'autre côté, il y avait la zone Molson. Ça, c'était tous des billets vendus à des jeunes de cégep puis d'université. Puis il y avait le happy hour. Là, oui, ça vibrait. On voulait mettre le fun dans la cabane. Ça a marché. Ça mettait le fun dans la cabane. Alors, c'est toutes sortes de programmes. Écoute, il y a eu des centaines d'initiatives, mais puis vraiment revenir à la base, souvenez-vous du programme dans l'hockey mineur de respect. C'était Learn, Respect and Fun. Je ne vais plus en français, mais tu sais, on avait des patchs. Avec les badges, avec tous les jeunes, puis ils portaient l'écusson de ce groupe-là, de cette initiative-là sur leur chandail. Ils avaient un contrat de joueurs, avec les Canadiens de Montréal. Puis toute la question du fan club, il n'y avait pas de fan club. Quand on a commencé à donner des rides chez les Zamboni entre les périodes aux petits jeunes, c'est tout les petits jeunes qui ont sorti avec les drapeaux, là, c'est nous autres qui avons lancé ça. Au début des matchs, ils leur donnaient toute la main en passant. Là. C'est spécial. Mais alors, il y en avait tellement. Mais c'était ça. Il fallait que le Canadien reprenne tout son sens. Puis il fallait ramener la génération des plus vieux aussi qui nous a abandonnés. Parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans l'équipe, on ne gagnait plus. Ils étaient habitués aux autres de gagner des Coupes Stanley aux 2 ans ou 2-3 ans de suite. Alors, ça a été un gros travail de fond. Mais ça a été très, très, très... C'est le programme RAP. Respect et apprentissage. Merci aux gens sur la messagerie. Là, Voilà. C'était tout relié à la victoire, tu penses, Pierre, ou c'était un manque de communication entre l'organisation et ses partisans? Oh, écoute, c'est bien difficile de dire parce que j'étais pas là, mais il fallait moderniser. Je dirais, un mot, il fallait moderniser l'organisation. Il fallait vraiment l'amener à l'année 2000, là, puis se rattraper là, sur toutes sortes de... Puis en plus, il fallait améliorer l'équipe. Moi, quand je suis arrivé, on était en 28e place. Là. Puis on était là longtemps. Là, moi, des 3-4 ans, manquer les séries, là, j'ai vécu ça. Alors, il fallait rebâtir la crédibilité dans notre capacité de développer une équipe gagnante, parce qu'on ne peut pas gagner overnight. Là. Puis tout ça devait se faire en même temps. C'est sûr, quand tu vas loin d'une série ou tu gagnes une coupe, plus facile de vendre des billets. Mais au moins, on avait la confiance des partisans avec les changements qu'on a faits et puis l'amélioration de l'équipe continue. Fait que ça nous a permis d'arriver à avoir une organisation très solide là, quand les frères Molson l'ont repris. C'est le fun, Julie, le chat en même temps, parce que le monde qui nous écoute, c'est vraiment 18-44, là, vraiment les hommes 18-44, puis le monde, là, ça n'arrête pas depuis tantôt. Là. Ma mère s'est fait passer pour un coach pour avoir la patch, puis le monde, il dit « Ah, ils ont vraiment réussi, parce qu'aujourd'hui, c'est nous autres qui écoutent le podcast, puis vraiment intéressant. Le monde, c'est vraiment le fun de le lire, parce que c'est la génération que tu parlais tantôt, que vous avez été chercher, qu'aujourd'hui, sont fans du Canadien. Puis je veux qu'on se ramène, tantôt, on parlait d'événements marquants du Canadien, puis tu as été présent dans ces événements-là. Puis je pense qu'un des plus grands, c'est les funérailles Maurice Richard, Jean Béliveau. L'ampleur de ces événements-là au Québec, comment on vit ça?
Écoute, honnêtement, pour Maurice Richard, ça ne faisait pas 1 an que j'étais en poste. Ça a été pour moi une grande leçon là, de grandes funérailles, de protocole, parce que c'était un service d'État. Hein? Et donc, encore une fois, on s'est entouré d'experts dans le domaine. Puis je pense qu'on avait très, très bien fait ça là, avec, pendant une journée ou deux, là, il était exposé au Centre Bell. Et puis, un moment marquant, je me souviendrai toujours, on avait la possibilité pour des VIP, parce que la ligne, là, elle allait quasiment jusqu'à la montagne. Là. Elle montait pile là, au nord de Sherbrooke, à un moment donné, pour passer. Et on avait, il y avait des gens qui, soit de la Ligue, soit des artistes. Je me souviens que Céline et René étaient venus. Bon, bref, on les faisait rentrer par le niveau de la glace pour passer par en arrière pour éviter de se mettre en ligne. Et à un moment donné, au bout de la ligne, mais à l'intérieur, dans les marches qui descendaient, je retenais Ken Dryden. OK? Et je m'en vais voir Ken et je lui dis, Ken, come with me. Il dit non. Il dit, I'm walking with everybody in line. Ouf. J'ai des frissons à entendre ça. OK? Wow. Okay. Ça en dit beaucoup là, sur le respect pour l'homme. Pour Jean, c'était très différent parce que moi, je n'ai pas vraiment connu le Rocket. Oui, je l'ai rencontré quelques fois, là, mais il était déjà pas bien. Mais Jean, je suis devenu très proche de Jean. Jean, ça a été un mentor, c'est devenu un ami. Là. Je ne sais pas si je peux dire ami, là, parce qu'on avait tellement de différences d'âge, mais il y avait un tel respect pour l'organisation, puis pour le rôle du président, puis il y avait tellement d'expérience. C'était tellement un gentleman. On a créé le trophée Jean Béliveau pendant que j'étais là pour reconnaître les joueurs. Max l'a gagné. Tu vois, pour les joueurs qui s'impliquent dans la communauté, c'était tout à fait à l'image de Jean. Alors, pour Jean, pour moi, ça a été plus difficile là, parce que je perdais quelqu'un de qui j'étais devenu proche. Je l'ai vu pas tellement longtemps chez lui. Là, il est décédé chez lui. Puis, on s'est dit les choses que deux hommes doivent se dire là, quand tu es rendu à ce point-là. Fait que ça m'avait beaucoup touché. Wow. Ce que tu viens de dire sur M. Dryden, c'est c'est incroyable. Ça prouve le respect que ces gars-là. On dirait que tous les anciens, quand tu les rencontres, tu vois qu'il y a quelque chose de spécial, puis ils ont gagné pour une raison. Hein. C'était pas juste le talent sur la patinoire. C'était partout. Non, le caractère, puis écoute, l'union, ils étaient soudés, ces gars-là. Vraiment soudés comme équipe. C'est plus difficile aujourd'hui, mais à l'époque, effectivement, là, je te dis que il y avait du caractère, pas à peu près. Ça t'a permis aussi d'organiser, de célébrer le 100e anniversaire. On parle des anciens, puis tout ça. Ça, c'était toute une année. Là. Ça devait être le fun pour toi avec tout le monde. Ça de la job, ça devait de la job. Regarder ou... Écoute, ça a été... Oui, c'était tout ça, là, toutes les célébrations de 100 ans. D'ailleurs, la série de chandails retirés, c'était tout... en préparation pour l'année du centenaire. Écoute, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, je ne m'assoyais pas derrière le banc. Je n'avais jamais vu le président dans la première rangée derrière le banc. Ça, c'est chacun son choix. Il était dans la zone des jardins. Ronald Coré s'assoyait là. Jeff Molson s'assoyait là. Une autre anecdote, je me souviens, à la conférence de presse, quand j'ai été nommé en 1999, la question m'est venue. Et je n'avais vraiment pas réfléchi. J'ai répondu tout de suite non. Je serai dans une loge. Je considère que c'est l'espace de travail de l'entraîneur. Et moi, si j'étais entraîneur, pas sûr que je serais confortable que le propriétaire soit 2 pieds derrière moi à écouter et à regarder tous mes gestes. N'oubliez pas qu'il n'y avait pas de plexiglas à l'époque. Il n'y avait pas de vitre. Ouais. C'était ouvert. OK? Puis je me souvenais de l'événement de Patrick Roy et Ronald Coré. J'étais à ce match-là dans nos billets de Bauer à l'époque. Puis je me suis dit, si le président n'a pas été derrière le banc, est-ce qu'on aurait perdu Patrick Roy? S'il n'y avait pas eu ce moment-là que tout le monde a vu à la télévision. Alors,
C'est une bonne question. C'est ma réflexion personnelle. Je n'ai jamais dit ça publiquement, mais bon, là, ça fait assez longtemps que c'est pas un problème. Mais, alors, je me suis passé. Mais, sauf 2 fois, au premier match du nouveau millénaire, OK, en 2000, qui était un match très spécial. On jouait contre les Rangers, puis on avait Rod Gilbert assis avec nous. Et au match du centenaire, où Camilleri avait, je pense que Mike avait scoré 3 buts, mais un tour de chapeau, je pense. Et là, j'étais assis derrière le banc. Donc, dans la photo, souvenez-vous de la photo d'équipe. Étiez-vous là, ce match-là? Oui. Ah, souvenez-vous de la photo avec tous les joueurs, les anciens joueurs qui étaient tous habillés, puis le banc, la photo d'équipe, c'était comme quasiment blue line to blue line. Là. Ouais, c'était massif. Ben, écoute, je lis cette photo-là, puis tu me vois derrière, avec Lucie. Lucie te faisait bonjour, by the way, Max. Ah, elle s'ennuie de tes deux. Je ne vais plus au gym, mais je la voyais souvent à travers fort, ça. Là. C'était incroyable. On travaille fort ici aussi. On a un beau gym, on est chanceux. Là. Mais il n'y a rien comme aller au gym et avoir un entraîneur qui te pousse. Là, tu sais. Mais, et puis ce soir-là, j'ai regardé ce match-là, puis je suis à cause de ça, je suis dans la photo. Tu ne me vois pas, là, tu ne me reconnaîtrais pas. Là. C'est comme non, cherchez-le. Là. Pas évident. Moi, je me suis vu parce que je savais où regarder. On va chercher. Mais j'ai une question. Est-ce que, justement, on parle du centenaire, là, est-ce que c'est toi qui as designé ça? Ça y est. Le pyjama. T'as dit oui, par exemple? Le pyjama. Je vais browner Ray et l'équipe de marketing. Mais tu sais, on avait sorti une série de chandails. Ouais. Il y a eu celui-là, mais il y avait le beau bleu. Ouais, j'en ai. Il était beau, le bleu. On a mis quelques-uns. Incroyable. Exact. Wow. Qui aurait pensé que c'est le Canadien de Montréal, ça? Alors, parce que c'était le centenaire, il fallait vraiment faire revivre toutes sortes d'époques du club, évidemment. Bon, il faut dire que c'était pas mauvais au niveau des ventes de produits dérivés non plus. Hein. Oui, c'est vrai. On n'a jamais eu de 3e chandail. C'est la première année cette année que le Canadien de Montréal fait un 3e chandail. Mais pendant les fêtes du centenaire, on a dû en avoir 8 au moins. Oui, c'est vrai. Mais ça s'est vendu quand même. Ça envoyait des chandails. Là. Puis à chaque fois, ça nous permettait de compter l'histoire de cette époque-là, puis de ramener les joueurs de cette époque-là. C'est quand même quelque chose, 100 ans, là, tu sais. Qu'est-ce qui a été ton plus beau moment dans tout ça, dans le 100e anniversaire? Oh mon Dieu. Écoute, je te dirais l'ensemble des soirées de chandail retiré. Tu sais, Yvan Cournoyer puis Dickie Moore, là. Wow. Le retour de Patrick Roy. Oui, c'est là que je m'en allais. Écoute, tu sais, Serge Chavard. Bob Gainey, Ken Dryden. Écoute, c'était des soirées là, extraordinaires. Puis on sentait qu'on se devait, pour le centenaire, de donner un coup, là, puis de vraiment reconnaître. On avait des critères, évidemment. Puis bon, écoute, j'ai parlé tantôt de l'appel avec Boum Boum Geoffrion. Là. Il n'était pas là, mais ça faisait partie du programme des chandails retirés. Fait que moi, je dirais que c'est tout ce programme-là, particulièrement. Parce qu'il y a eu aussi le film, pareil, là, pour toujours les Canadiens, c'est l'année du centenaire, ça? Ça, c'est l'année du centenaire. Il y a eu, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous avez des jeunes, il y a eu le Alex et le fantôme, le court-métrage qui a été produit, et notre fille Catherine était sur l'équipe, a eu l'idée et a dirigé la production de ce produit-là, qui est un livre et un DVD pour enfants. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous l'envoie. Vous allez m'envoyer un courriel. Ouais. L'avez-vous déjà vu, Alex? Non, jamais vu. Non. Je vous dis, là, vous allez capoter. Pas parce que c'est ma fille qui l'a produit. Là. C'est incroyable. C'est incroyable. Fait que je vais vous envoyer ça. On en a encore. J'en ai ici dans le meuble, dans notre den. Je vais vous sortir ça. Envoyez-moi vos coordonnées, puis je vais vous envoyer ça. Ben, on en prendra une version de plus que tu prennes une autographie qu'on fera tirer à nos partisans. Ah, ben ça c'est chaud ce soir.
faut que Catherine l'autographe aussi. Exact. Ouais, Catherine, Ah, puis toi, les deux ensemble. Le président et la productrice. Ah ouais, ça serait super cool. Ça, je pense que le monde aimerait ça. Ça serait vraiment le fun. Puis justement, on parle d'événements marquants. Je pense que le retour de Sakou du cancer, ça s'écrit pas, là. Non, écoute, mais encore, ça, c'était une belle soirée. C'était une soirée de joie. On a gagné, puis on a clenché les séries ce soir-là. Vous vous souviendrez de ça, là, contre Ottawa. Mais quand on a su qu'il y avait le cancer et que j'ai réuni la Chambre des joueurs pour leur annoncer, là, on a parlé d'un moment tough, là. Et puis, écoute, après ça, évidemment, on l'a accompagné. Là, on s'est assuré qu'il y avait tout ce qu'il lui fallait là, pour avoir les meilleures chances de vaincre son cancer, ce qu'il a fait. Ouais. Mais il n'y en a pas un de nous autres qui s'imaginait qu'il reviendrait au jeu avant la fin de la saison. Ça, c'était pas des cartes. Ça, c'était incroyable. La force, puis la persévérance, puis écoute, l'engagement qu'il a démontré. Là, parce que, écoute, 2 mois avant, là, il était gros comme un clou. Puis écoute, ça m'agane ces traitements-là. Mais alors, écoute, ça, c'était vraiment quelque chose. Puis je ne suis pas sûr s'il a battu le record, mais le record pour un standing ovation, là, ça avait été Maurice Richard à la fermeture du forum. Puis je ne suis pas sûr s'il ne l'a pas battu. Puis nous, on était dans notre loge, puis 1 ou 2 loges à côté, mais on les voyait. Il y avait Anna, puis il y avait les parents de Sakou. Puis je me demande si son frère Micro n'était pas là. Il n'était pas rendu dans la ligue encore. Puis je me demande si, écoute, c'était... J'en ai encore des frissons. Ah ouais, on a pour te rappelles-tu de l'appel quand il t'a dit « Je reviens au jeu » ? Non, c'est pas moi qui ai appelé. Ben, en tout cas, il y a quelqu'un qui te l'a dit. Il a probablement appelé le coach ou Bob, là, mais c'est pas moi qui ai appelé. Mais ça n'a pas été long que je l'ai su, là. Mais ça faisait un bout de temps qu'il s'entraînait. Là, fait que, à un moment donné, il y a eu le feu vert de Dr. Mulder, puis Graham, puis c'était ça. Puis quand il est sorti sur la glace, pas un cheveu sur la tête, là, c'était quelque chose. Une question plate, là, dans toutes les réussites, comme président, on n'a pas ramené la Coupe Stanley. Ça reste-tu amer pareil dans tout ce qu'on a réussi à faire, le positif, il y a ce petit point-là pareil qui reste? Moi, c'est ma plus grande déception. Ouais. Parce que dans le fond, c'est tout ce qui compte. Mm-hmm. Bon, salut ta femme! On va faire tout le restant. Tu sais, j'ai une bague. C'est quand Carey a gagné la Coupe Calder dans la Ligue américaine. Jamais sorti de la boîte. Elle est belle la bague, par exemple, Pierre. Moi, je l'ai aussi. Elle est une belle bague. Non, mais tu sais, c'est comme correct, OK, la boîte est là, elle est dans mon bureau. Elle est derrière moi, dans mon bureau. De temps en temps, je l'ouvre, et je dis, oh merde, c'est pas celle-là que je voulais. Mais écoute, c'est sûr que c'est une déception parce que tu vis pour ça. Ouais. Mais là, un autre beau moment, en 2010, souvenez-vous de la run avec M. Miracle à Lac. Ouais. On a sorti Washington et les Penguins en 7, les 2 premières rondes. Puis si ça n'avait pas été, tu sais, en tout cas, pas sûr, là, c'est un peu comme l'année contre New York, là, en 2014, je pense, là, quand Price s'est fait sortir. Ouais. Mais en 2010, écoute, j'y croyais quasiment. Ça, c'était ma dernière année, parce que Jeff me remplaçait dans l'année qui suivait. Donc, en 2011, c'est plus moi qui étais président. Et que ça aurait-tu été quelque chose si on avait pu aller jusqu'au bout cette année-là? Hey, j'ai jamais trippé. Il y en a eu des bons moments dans les playoffs, là, mais cette année-là, là, écoute, dans la loge, quand mes fils étaient là, puis c'est des grands gars, ils m'en disaient arrête, là, parce que je les serrais trop fort. Ouais, c'était spécial cette année-là. Chaque but, là, tu sais, c'était... Ah là, écoute... J'ai cru pour un petit bout. Mais... Moi, je trouve ça tellement bon, Max. Je vais te laisser après. Là, mais Pierre, tu n'as pas ramené la coupe, mais tu as réuni une nation. Bravo, Boivin, Gillette n'ont peut-être pas ramené la coupe à Montréal. Ils ont ramené le CH dans le cœur des partisans. Les gens, je te dis, là, le monde sont... T'as marqué le président, le Canadien, puis l'histoire du Québec, honnêtement. C'est mais Pierre, il parlait... T'es bien gentil, les gars. Tu parlais de la Coupe Stanley, qu'il y avait juste ça, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je suis désolé de te dire que je ne suis pas d'accord, mais l'impact que tu as eu dans la société, justement,
On pense à la Fondation du Canadien de Montréal, les enfants malades, ce que tu as fait, dans le fond, tu as uni les joueurs, les partisans, tout le monde ensemble. Ça, je trouve que ça devrait être ta plus grande fierté parce que ce que tu as accompli, moi, je trouve que il n'y a pas personne d'autre qui est capable de faire ça. Puis, parle-moi-en justement de la Fondation du Canadien. Pour toi, ça doit tellement venir te chercher profondément. Ah, écoute, ça, c'est. Tantôt, tu me demandais, on parlait de hockey, là, mais ça aussi, c'est sûr que c'est peut-être, honnêtement, là, quand tu regardes ça avec un peu de recul, la plus grande réalisation de cette époque-là. Parce que la Fondation continue aujourd'hui, fait un bien énorme. Lucie est sur le conseil de la Fondation depuis le jour 1, comme vice-présidente. Comme elle me dit souvent, vous autres, ramassez l'argent, moi, je vais trouver une bonne façon de la dépenser. Inquiétez-vous pas, les causes pour les jeunes dans le besoin. On va trouver une bonne façon de la dépenser sur le comité des dons depuis toujours. Oui, parce que... Mais ça aussi, ça faisait partie d'innover, de moderniser. On était une des rares équipes dans les sports professionnels qui n'avait pas de fondation là, en 2000, quand on a créé ça. Mais c'est surtout quand le conseil d'administration de l'époque s'est penché, on fait une réflexion pour se dire, OK, c'est correct de donner de l'argent aux hôpitaux, aux enfants malades, etc., mais il nous faut un projet fort. Il nous faut une raison d'être, il faut qu'on se distingue. Puis on est une compagnie dans le sport professionnel, on est dans le hockey. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas la chance de patiner dans les milieux défavorisés ou de s'initier au hockey. Et c'est là qu'a été créé le programme Bleu-Blanc-Rouge et les patinoires réfrigérées dans les quartiers défavorisés. Et puis tu sais, Maxime, tu as été à l'ouverture de nos patinoires. Puis aujourd'hui, il y en a une douzaine, puis une douzaine ou 12 ou 13, en tout cas, il y en a plusieurs, 12 patinoires. Puis cette année, on a ouvert Val-d'Or, tu vois. Puis il y en a d'autres qui sont planifiés. Donc, on n'est pas juste à Montréal. On a fait les 5 premières à Montréal, c'était l'engagement, tous dans des quartiers défavorisés. Puis après ça, on a commencé à s'étendre en province. Ça, c'est vraiment un programme extraordinaire parce que ça permet aux jeunes d'être actifs. Ça leur permet d'avoir de l'enseignement sur les saines habitudes de vie puis l'importance de demeurer actifs. Mais au-delà de ça, et ça, les sondages qu'on a faits nous l'ont démontré, ils deviennent fiers de leur quartier, alors qu'avant, je ne dis pas qu'il y en avait honte, là, mais ça n'en vantait pas. Ça a amené une fierté dans les quartiers défavorisés et puis un sentiment d'appartenance. Parce qu'ils se rejoignent à la patinoire, puis ils jouent, c'est pas juste dans leur cours d'éducation physique, parce que ces patinoires sont ouverts les fins de semaine et tout. Donc, ça, l'appartenance à son milieu, la fierté de son quartier. Puis il y a des professeurs qui nous ont dit que ça a eu un impact sur leur niveau d'attention puis leur performance en classe. Puis ça fait longtemps qu'on sait que d'être physiquement actif, ça aide au niveau de l'apprentissage scolaire. Donc, ça a beaucoup, beaucoup de retombées très positives pour ces jeunes qui n'ont pas la chance. Mais justement, dans tous nos projets, tu es au courant, mais ceux qui sont des nouveaux sur le podcast, La Poche Bleue a fait justement une association avec la Fondation là, pour moi puis Maxime, on va se rendre dans des ouvertures de patinoire quand on va être capable. Puis il va y avoir le segment Bleu, Blanc, Rouge une fois par mois ici sur le podcast au deuxième entrée pour venir parler des événements qui s'en viennent, des choses qui arrivent. Je pense que la première fois, si je ne me trompe pas, c'est le 9 février où on va recevoir Geneviève Paquette là, qui s'occupe de quelque chose. Ça, les gars, c'est vraiment fantastique. De voir que vous étiez là quand on l'a créé, vous avez participé à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes ailleurs dans votre vie, puis vous avez un super bon show. Là, votre podcast, vous le savez, là, est très populaire. Puis vous rejoignez beaucoup de gens. Et de vous associer avec la Fondation, pour nous autres, c'est un velours. C'est tellement le fun. Puis vous allez avoir beaucoup de fun avec Geneviève. Elle fait un travail extraordinaire à la Fondation. Alors, on l'apprécie beaucoup. Ah non, vraiment. Puis moi, j'ai une dernière, on pourrait continuer pendant des heures, c'est ça le problème, mais je me limite à une dernière, puis je veux pas te mettre en dessous du boss, mais c'est une question qu'il faut. J'ai pas le choix. L'ancien président du Canadien, il faut que j'y demande l'aspect francophone aux Canadiens, est-ce que ça faisait partie de tes demandes? On se souvient, nous autres, on était quasiment à 8 dans nos années avec Deneau, Bégin, Bouillon, moi, Max.
est-ce qu'on l'a perdu un petit peu, Véron, on s'en va là-dedans? Si t'es pas à l'aise, on y va pas, puis point final. Là, Non, écoute, je suis très à l'aise, puis vous savez, je suis encore sur le conseil d'administration du club, donc je ne suis pas là day-to-day, mais je suis quand même très proche de Jeff et de l'administration qui font... Et c'est toujours, ça fait toujours partie de la conscience et des objectifs, mais ce n'est pas toujours possible. Exact. Puis, chose certaine, ça c'est malheureux parce qu'il y a une partie de la population qui y croit, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a personne qui fait exprès. Puis il n'y a pas de plan de dire on ne recrute pas de francophones parce que c'est trop dur pour un francophone de jouer à Montréal. Ça, combien de fois j'ai lu ça, là? Ouais. C'est pas vrai. Parce que si tu as les bons, tu vas aller chercher le meilleur d'eux autres. Parce qu'ils sont tellement fiers, justement, de porter le chandail du Canadien de Montréal puis de jouer devant leur famille, leurs amis et la communauté. Puis si quelqu'un n'est pas capable de prendre cette pression-là, ben écoute, c'est une pression qui devrait être positive. C'est sûr que c'est plus difficile pour un francophone. Vous savez ce qui arrive dans la chambre des joueurs après un match, hein? Quand 90% des journalistes sont francophones. Ils en vont vous avez une responsabilité 2-3 fois plus grande que les joueurs anglophones parce que vous pouvez communiquer. Mais c'est important. C'est pour ça qu'on a toujours dit, moi j'ai toujours dit, il faut que l'entraîneur parle français. Il communique à tous les jours. Il est en conférence de presse pendant la saison à tous les jours. C'est la voix de l'organisation devant les partisans à tous les jours. Il faut qu'ils soient capables de communiquer avec eux. Ah, je suis d'accord. Pas le choix. Puis moi, au lieu de poser une dernière question, je vais y aller au nom du chat puis dire merci, M. Boivin, parce qu'un grand cœur, un gentleman, je pense que ça va avoir eu on parle d'impact dans l'histoire du Canadien de Montréal, là, je pense que les gens la réalisent parce que, tu sais, quand on regarde le président, on voit le boss, c'est tout ce qu'on voit à la télé, c'est le big boss, mais là, on a vu le côté humain puis le grand cœur, puis merci beaucoup d'être venu à la Poche Bleue ce soir. C'est moi qui vous remercie, les gars, de m'avoir invité. J'ai eu bien du fun. Puis la prochaine fois, aujourd'hui, on a passé du vous au tu. La prochaine fois, on passe du monsieur au Pierre, OK? C'est bien. Un mois de step at a time. Non, mais j'ai acheté mes cheveux gris pour me rappeler que je faisais des choses. On va me rajeunir un peu, OK? On se pratique tout de suite. Merci, Pierre, d'être venu. Merci, Pierre. À bientôt, on va se croiser dans un événement. Faites un super job. C'est gentil. Merci, Pierre. À bientôt. Salut.